de l'info. Ruth Radjessar, Patrick Hilbert. Chers internautes, auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous pouvons remarquer ces derniers temps un déferlement sur les réseaux sociaux et même des vidéos, des posts qui peuvent partager le WhatsApp aussi. Citoyens mauriciens, pas hésiter pour exprimer cette colère et l'opinion surtout après l'affaire Wakasho. Et même Jean-Bruno Lorette, un activiste social qui finit la cour Maïbou pour le private prosecution contre le ministre de l'Environnement et le ministre de la Paix et aussi contre le capitaine MV Wakasho et son équipage. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons assister à un réveil de man citoyen mauricien? Bonsoir Patrick. Bonsoir Ruth, bonsoir les auditeurs et auditrices et internautes qui béguettent nous. D'un côté, il y a un gouvernement qui n'a en guerre contre ça qu'il peut considérer comme une fake news et une diffamation. De l'autre côté, il y a un citoyen mauricien qui peut déchaîner contre le gouvernement, donc à Wakasho, aux réseaux sociaux entre autres. Est-ce qu'il nous peut assister à une one-off à cause de la catastrophe écologique là, ou est-ce qu'il finit un changement dans la mentalité des Mauriciens? Est-ce qu'il Wakasho finit la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Est-ce qu'il y a un ras-le-bol par rapport à la classe politique en général? Et est-ce que la liberté d'expression en danger? Autant de questions qui nous pourront aborder dans l'émission ce soir. Avec nous, l'ancien rédacteur en chef et ancien directeur de la Sentinelle et ancien ministre, qui est aujourd'hui observateur politique, Jean-Claude Lestrac. Bonsoir. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Ruth. Jean-Claude Lestrac, donc le 11 juillet, tient une grosse mobilisation pour lui, avec l'affaire Wakasho, et une grosse mobilisation aussi de man citoyens qui est très critique envers le gouvernement. Est-ce qu'il nous capable de dire qu'aujourd'hui, il y a un réveil des citoyens? Si nous pouvons dire réveil, nous pouvons impliquer qu'il y a des citoyens qui ont dormi. Je ne sais pas quoi, c'est le cas. Mais je pense, devant l'ampleur des scandales, normal, naturel, logique, qui est un pays qui a une longue tradition de liberté d'expression, c'est pas nouveau. Les citoyens toujours prennent la parole. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est les moyens techniques. Aujourd'hui, c'est l'impact, les réseaux sociaux. Mais les citoyens mauriciens sont toujours attachés à la liberté d'expression. Et moi-même penser que si nous guettons l'histoire du pays, et qui nous cherche, trouve les raisons, les fondements du développement du pays, nous devons mettre au cœur de tout ce qui s'est passé, à part le système lui-même, à part les institutions, la vie politique, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, il permet de nous avancer. Le débat permanent, le débat contradictoire, l'expression des différences dans tous les domaines de la vie, y compris chez les questions économiques. Aujourd'hui, même sur la question de Wakasho, il y a à l'évidence plusieurs opinions qui bien exprimées, qui contradictoires. Un exemple précis qui est capable d'être une explication de la difficulté dans laquelle le gouvernement était, il est là pour prendre certaines décisions, c'est qu'il a un intérêt contradictoire. Ce que nous appelle à tort et à travers les experts, tous ne sont pas véritablement des experts, et il y a là-dedans qui a des intérêts précis, il est l'assureur, le propriétaire du bateau, il a des intérêts à défendre qui ne sont pas les mêmes que l'État mauricien. Qui m'a nous arbitrer en tout cela. Nous besoin donc dans la liberté, nous besoin écoute tout le monde, et là, nous besoin d'un gouvernement qui a une capacité de faire la synthèse, de prendre la bonne décision. Là, si on écoute le ministre français, il y a un qui ne peut pas prendre bonne décision. L'India Ali, d'une façon plutôt diplomatique, mais l'India Ali. Il a fait attention parce qu'il y a une bonne décision qu'il se prend. Bien entendu, ça veut dire qu'il y pensait, qu'il faut nous peut écouter, si on lit sa pensée non exprimée formellement, il peut sembler dire qu'il nous peut prendre décision, le bon mauvais conseil. Et qui a avec ça mauvais conseil là? C'est peut-être conseil de salvage team, peut-être conseil de propriétaire du bateau, etc. Ben là, il y a des autres qualités, l'intérêt. Et en plus, une décision qui nous prend, si nous suivons, capable d'avoir une implication pour l'île de la Réunion à côté. Donc, nous au cœur de la nécessité du débat libre, de la libre expression, de l'écoute à tous les différents courants d'opinion, qui implique, cela dit, un gouvernement qui a la capacité d'écouter d'abord,
de faire l'analyse ensuite, de faire la synthèse et de ne pas tergiverser quand le moment de la décision arrive. Justement, quand nous guettons la réaction du gouvernement, donc vous fin très frileux par rapport à mon observation, par rapport à ma critique, est-ce que vous pensez qu'il a justement la capacité d'être à l'écoute? Enfin, il ne pas le montrer jusqu'à maintenant une grande capacité d'écoute. Il y en a une forme d'arrogance qui fait qu'il est bloqué à l'égard de l'opinion critique. C'est ça qu'il craint. La liberté d'expression implique fortement la liberté de critique. Parce qu'il ne faut pas prendre la liberté d'expression si pas vous avez le droit de critiquer. Et il y a plusieurs types de définition de la liberté d'expression. Nous avons, disons, dans le système américain, la Constitution garantit une liberté Totale. Absolue. Et je t'appelle ça d'ailleurs typiquement américain, je t'appelle ça le marché, la liberté d'expression pour eux autres, c'est un marché, c'est le marché des idées, y compris des idées néfastes, agressives, offensives. Ça fait partie. Et je pensais que c'est ce marché des idées-là qui, le développement et la croissance se fait. Dans le monde occidental, européen, plus européen, il y a quand même des limites qui ont été mises à la liberté d'expression, mais certainement pas à la liberté de critique. Les limites, c'est concerne la diffamation, concerne la liberté d'autrui. Mon liberté arrête que ta liberté commencer, et sur des propos obscènes, citation à la haine raciale, etc. Il y a diffamation, bien entendu, mais pour le reste, la liberté de critique est absolue. Et parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression sans la liberté de critique, et pour faire référence à l'actualité récente, sans la liberté de rechercher l'information, de l'obtenir et de la partager. Parce que de cela qu'on dit, c'est pas une liberté qui va les journalistes réclamer pour eux-mêmes, ça. Des fois, le gouvernement a une attitude vis-à-vis des médias, comme si que c'est une revendication d'un corps pour lui-même, pour sa propre satisfaction, mais pas du tout. Les journalistes que vous êtes l'œil et l'oreille du citoyen. Ça droit qu'ils peuvent demander d'accès à l'information, c'est au nom du citoyen. C'est pas pour eux-mêmes, c'est pas pour votre consommation personnelle, parce que la liberté d'expression implique le droit d'accès à l'information et le droit de propage cette information. Justement, quand on parle de liberté d'expression, dans le sens que vous dites là, donc la transparence n'est pas très loin. Hein. Donc la transparence des affaires gouvernementales n'est pas très loin. Donc l'opacité et le secret, c'est pour empêcher la transparence. Donc c'est aux antipodes. Donc la liberté d'expression est un droit des citoyens, c'est pas un droit d'un corps journalistique. Ça fait partie des droits obtenus par les citoyens grâce aux révolutions. Et donc, tout État qui essaye, d'une manière ou d'une autre, de freiner, de créer des contraintes à sa libre accès à l'information, est un État qui menace la démocratie. Et si Leslie, la dérive totalitaire n'est pas loin. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement, justement, s'est engagé dans cette voie-là? Écoute, c'est encore un peu tôt pour dire, mais c'est inquiétant. Parce qu'il y a une pattern, il y a systématiquement des actions, petites et grandes, qui semblent indiquer que le gouvernement est extrêmement tolérant à l'égard de la critique, qu'il y peut peupler les institutions de l'État des sauvages propres du monde. Mais ça aussi, ça fait partie d'un moyen d'empêcher la libre circulation d'informations. C'est de verrouiller. Il y a un verrouillage systématique de plusieurs institutions de l'État qui peut faire par le peuple, la manière qu'il nomme Banjimoun, Sojimoun, Noujimoun, disent-ils. Et ça, c'est pour bloquer l'information. Déjà, nous avons un pays qui a Official Secrets Act, qui est une muselière qui bloque
la libre circulation d'informations concernant les citoyens. Ok. Nous peinons un Freedom of Information Act. Qui avait été promis. Hein. Promis dans tous gouvernement. les partis politiques, tous les Oui. gouvernements pour mettre ça dans le programme, personne ne va le faire. Mais là aussi, il y a une confusion. Là aussi, les gouvernements font une confusion en pensant que le Freedom of Information Act, c'est une revendication des journalistes. C'est la presse qui demande. Mais pas du tout. Freedom of Information Act est un instrument au service des citoyens. C'est pour permettre aux citoyens d'avoir le maximum d'informations dans toute la transparence. C'est pas une demande des journalistes pour les journalistes. Les journalistes demandent ça au nom des citoyens. Ouais. Et c'est les citoyens qui demandent qu'il y ait un Freedom of Information Act pour qu'ils aient accès à des informations, parfois les concernant, les décisions qui sont prises en leur nom. C'est un droit connu qui peut faire, qui peut décider comment il décider. Donc c'est un droit absolument fondamental, faute de quoi il n'y a pas de démocratie. Donc tout récemment, Finette a dit 2 groupes de presse à conférence de presse du Premier ministre. Est-ce que c'est légal? Bon. D'abord, vous avez parfaitement raison de poser la question, est-ce que c'est légal? Dans le sens, bon, au capable, le speaker cave et un contrôle L'Assemblée, le Parlement, les bureaux de l'Assemblée. Moi, la question qui m'interpelle, moi, de la même manière que vous, mais d'une façon un petit peu différente, c'est la police, il prend l'ordre qui pour faire ça? Qui donne l'ordre de la police en plus un journaliste rentre dans... Ça, on peut dire l'Assemblée nationale. l'Assemblée Ma nationale. question, c'est par rapport à la conférence même, la conférence de presse du Premier ministre la semaine dernière. Donc, 2 groupes de presse, le Premier ministre a interdit à l'accès. Est-ce que là... Mais non, c'est absolument pas légal. Encore une fois, ça viole. Bon, cela dit, dans nos constitutions, on a un droit de presse. Hein, et la Constitution fait référence à ça en termes de droit d'expression. Mais le droit d'expression nous fait PDLI, implique le droit de chercher et d'obtenir l'information. C'est l'article 12 d'ailleurs. Et de la propager. C'est l'article 12. Donc, de ce fait, si on peut empêcher l'exercice de ce droit, monsieur est capable à l'encours en vertu de la Constitution et contester. Et contester dans le passé, moi déjà, il y a plusieurs procès pour contester et les gouvernements déjà bien backfire. C'est là, permettez-moi de dire aussi, je peux poser cette question-là. Aujourd'hui, sur ce tableau, je concevoir comme une forme de solidarité avec mes confrères qui est primé. Mais tu faisais une plus grande solidarité dans la presse. Parce que ce danger-là, ce n'est pas la première fois qu'ils ont manifesté. Il y en a dans le passé plusieurs tentatives. Moi, je connais même la censure de la presse. Je connais en 71 le cas des journaux qui sont tout simplement fermés, d'opposition. Hein. Les militants d'époque. Il y en a en 84 tentative, encore une fois, de contrôler la presse à travers l'imposition d'une caution exorbitante qui oblige un certain nombre de titres à fermer, à disparaître. Alors que la liberté d'expression implique aussi la pluralité des titres, qui vise à une large éventail de titres, qu'il y a des titres de parti, qu'il y a des titres d'opposition, qu'il y a des journaux indépendants. Tout ça, ça fait partie du système démocratique. Monsieur a la possibilité de contester. Mais, par exemple, aux États-Unis, qui pourtant envoient bonnes affaires en cours pour un oui, pour un non, je considérais que non, ce n'est pas la cour de tranche, ces affaires-là. Et quand il y a un débat entre parties différentes, c'est la concurrence des idées qui vient possible. C'est-à-dire, ce n'est pas un juge, ce n'est pas la loi qui est capable de déterminer ça. Pour que la démocratie fonctionne complètement, pour que la liberté d'expression existe réellement, il faut la concurrence des idées, y compris l'expression des idées les plus farfelues, les plus agressives, offensives. C'est possible, ça fait partie de la démocratie. Donc
Mais une concurrence entre différents différentes, une certaine solidarité à un certain niveau. Et une solidarité quand la liberté d'expression est menacée. Parce que, bon, aujourd'hui c'est X sous gouvernement Y, demain ça peut être Y sous gouvernement X. Faire attention. Hein. Parce que le jour qu'ils osent pour besoin soutien, fait des manières qui existaient. Donc, on peut causer un peu plus tôt donc, le fait qu'au niveau du Parlement, donc Speaker refuse l'accès à un journaliste pour venir à la conférence de presse du leader de l'opposition. Ça aussi, c'est une manière de censurer? Oui, c'est une manière. Bon, nous trouvons que c'est une tentative de censurer parce qu'à la fin, il n'y a pas de censure rien du tout. Oui. En plus, dans certains cas, c'est ridicule. Ouais. Parce que ça n'a jamais atteint l'objectif souhaité. Au contraire, elle a un effet boomerang. Et mon patient, la conférence de presse du leader de l'opposition, tu peux gagner même succès si tu décides de faire cette conférence tranquillement, comme on y est habitué à faire. Donc il donne un petit peu de fuel. Oui, c'est complètement ridicule. Nous, pour marquer une pause pub, 17h15 au Radio Plus. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille m'a fait une acheter parce que ça dimanche, pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Il est avec nous cet après-midi Jean-Claude Delestrac sur le plateau, donc nous peut cause de la liberté d'expression et aussi nous peut trouver de plus en plus de citoyens servi de réseaux sociaux pour démontrer notre colère indignation. Il semblerait qu'ils n'est plus paix à une sanction légale. Comment explique ça? Avec nous Thierry Mallier, spécialiste en communication digitale. Thierry Mallier, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous pouvons trouver un phénomène depuis quelques semaines que les Mauriciens expriment l'opinion ou même colère contre le gouvernement, principalement à travers les réseaux sociaux, alors qu'il y a la loi très sévère. Comment on explique ça? Vous pensez qu'il nous dans une situation vraiment de ras-le-bol quelque part et que nous avons une ressource très limitée par rapport, enfin le public en tout cas, il a une ressource très limitée par rapport à vraiment exprimer ça, cette frustration. Et que le moyen le plus simple, définitivement, c'est d'être derrière un clavier pour pouvoir exprimer, ou en tout cas avoir l'illusion d'être en mesure de s'exprimer en toute sécurité, sachant que la loi est là, elle existe. Il faut vraiment se dire qu'on est dans une situation que Manjimoun fatigué, exaspéré, et un petit peu dans cette situation d'ignorer les lois parce qu'ils sont complètement convaincus d'être en train de faire la bonne chose. Quelle influence réelle de mon opinion qui est exprimée sur les réseaux sociaux sur la population? Que vraiment ça a une influence, ça a un impact sur la population en général? Nous
pas connaître avec assurance de ce qui est arrivé, mais nous trouvons qu'il y a un mouvement de rébellion et il en continue. Donc c'est l'affaire qui permet nous vraiment quelque part mesurer les retombées de ça. C'est la vitesse à laquelle une information, une vidéo ou une prise de position de quelque part peut partager, peut gagner une réaction et peut continuer éventuellement. Et il y a une extension de cette réaction là qui fait en dehors des réseaux sociaux, dans un groupe WhatsApp, etc. Donc nous trouvons vraiment qu'en ce moment-ci, on est en pleine ébullition, clairement, au vu des actualités du moment, que le public, ou que l'opinion publique est en train en ce moment-ci d'être dans un sentiment de révolte ou de rébellion, mais en tout cas sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes digitales. Donc, est-ce que c'est un phénomène qui peut continuer à prendre l'ampleur ou peut arriver un moment que tout est capable de calmer? Bon, nous aussi dans Maurice, nous trouvons ça dans le passé, que normalement, bon, nous attendons un petit peu le prochain événement et le prochain événement. Sauf que dans cette occasion précise, il est vrai qu'il nous fasse un événement qui nous jamais trouvé dans l'histoire, en tout cas, et qui nous donne une situation que vraiment nous avons une répercussion qui parle au-delà du moment présent, dans une catastrophe naturelle ou une catastrophe qui peut pas arrêter demain ou qui peut pas arrêter dans une semaine et qui peut ongoing, qui peut souffrir continuellement et perpétuellement, et nous pouvons avoir l'évolution de la situation au vu des remboursements ou au vu des compensations qu'il y aura qui vont se faire par la suite, ou au vu de Mandimoun qui pas capable continuellement réponse de travail ou réponse de l'activité normale par la suite. Donc moi je pense qu'exceptionnellement dans cette situation présente, nous, face à une continuité, plutôt qu'une actualité qui va tomber un petit peu de quelque part dans l'oubli. Donc, nous trouvons aussi que la répression paraît pas peut fonctionner. Donc, selon vous, quelle aurait été la bonne méthode au niveau du gouvernement? Comment le Tibisa réagir pour, calmer les choses? Alors, justement, la répression, souvent fait place à quelque part un petit peu la frayeur de l'opinion publique, ou que Bandimoun, que tu peux arrêter un Jimoun, ou qu'il n'arrête un autre Jimoun, ou qu'il mette une certaine forme de pression sur le public par rapport à ce man commentaire, ou par rapport à cette activité de réseaux sociaux. Mais là, nous demandons une situation de colère ou de ras-le-bol qui nous pensons que la répression dans cette situation précise va probablement envenimer encore plus la situation. Donc, Dimoun, quelque part, s'équiper et prend les devants, fait man commentaire ou prend man prise de position, raconte du man histoire, fait man la vidéo, et qui peut prendre man risque, quelque part, je peux un petit peu positionner comme man matière en venir. Donc, je ne pas payer à la répression parce qu'éventuellement, la répression pourrait engendrer encore plus de rébellion par la suite. Donc, il n'est pas tout le temps vrai qu'il a la répression pour marcher, mais est-ce qu'il nous va arriver à un stage que vraiment cette répression-là ne marchera plus et qu'il faudra passer à une autre étape ou carrément empêcher l'utilisation des réseaux sociaux sur l'île. Mais il faudra voir comment est-ce que ça évolue, comment est-ce que le gouvernement va faire face à cette situation-là. En tout cas, il y a une affaire à suivre. Mais est-ce qu'il n'est pas dangereux, là? Est-ce qu'il n'est pas pour un dérapage quelque part dans cette nous trouver dans d'autres pays où que la rébellion ont démarré dans cette situation-là, il est absolument, oui, il est dangereux. Il est dangereux des deux côtés. Il est dangereux pour ces opinions qui s'expriment, d'être continuellement en train de se positionner comme un éventuel martyr, parce qu'il n'est pas connu comment la loi, comment l'esprit de la loi pour appliquer par la suite. Mais il est dangereux aussi vis-à-vis des autorités, parce qu'ils demandent propre action, vont être à surveiller énormément. Et dépendant de comment est-ce qu'ils peuvent agir, les carences ont encore plus de problèmes par la suite. Donc, c'est vrai qu'il y a une situation assez inédite où on voit vis-à-vis du mécanisme de cette situation-là, en tout cas, complètement inédite.
Nous trouvons aussi que les sociaux médias, on a beaucoup de clips qui peuvent faire, on a beaucoup, énormément de commentaires. Parfois, l'information est, disons, tronquée. Donc, dans le sens que l'information qui n'est pas nécessairement fausse, mais peut-être partielle, ou peut-être mal comprise, peut véhiculer à travers les réseaux sociaux. Comment est-ce que le gouvernement reprend le dessus? En tout cas, là, je me trouve difficilement d'une situation de reprendre le dessus. Bon, c'est que de reprendre le dessus vis-à-vis du gouvernement, c'est vraiment essayer de trouver un moyen de parlementer avec Mandimun qui peut un petit peu guide sa rébellion là, de pouvoir s'asseoir et de trouver des solutions adéquates, en tout cas sur un point de vue social. Mais être continuellement dans le tug of war, ne pas forcément trouver comment est-ce qu'il nous arrive à une solution d'accalmie en tout cas. Écoute Thierry Mallier, donc il y a un spécialiste en communication digitale. Jean-Claude Delestra, qu'est-ce qui aujourd'hui nous a dit qu'il y a une déconnexion entre la population et le gouvernement? Non. Je ne peux pas croire que le gouvernement est totalement aveugle et sourd au fait que la population peut exprimer une certaine ras-le-bol. Ouais. Ce qui nous a dire, en revanche, c'est qu'il se réponse pas paraît approprié. Quand une situation de cette nature existait dans un pays, nous fait qu'entendre l'IDA de l'intervenant, et il a une demande d'écoute, il a une exigence de consultation. Nous pouvons attendre ça aussi de bonnes ONG impliquées dans l'affaire Wakashio. Personne, évidemment, l'opposition peut dire que le gouvernement a besoin de démissionner si ce rôle, encore qui ne vont pas trop comprendre, qui fait une pinpoint d'abord de ministres plutôt que le chef du gouvernement lui-même. Parce que dans cette affaire-là, c'est clair qu'il sont responsabilité personnelle engagée. Et que ce n'est pas seulement les ministres concernés, ce n'est pas seulement les institutions de l'État. Mais non, le Premier ministre dit qu'il assume pleinement ses responsabilités. Il n'a aucune excuse. Non, c'est le Premier ministre qui dit ça, oui. Donc, qui fait l'opposition épargne-lui en demandant la démission de ministre et pas du Premier ministre. Alors que le Premier ministre dit, moi qui dirige des opérations, je ne pas trop comprendre cette stratégie-là. Toutefois, il y a une cause cachée, on ne sait jamais. Et en revanche, donc pour revenir au propos, il n'est pas pour vrai pour dire, donc mon répétement, qu'il est gouvernement aveugle et sourd, il est simplement arrogant et sûr de son fait. Hein, c'est toujours de l'arrogance, mal conseillé. Il est entouré de bandes du monde qui sont censés faire de la communication. C'est pas la communication. Quelle est la différence entre l'information et la communication? Nous avons évoqué ça ici même sur ce plateau. Ce qu'ils ont fait, c'est de l'information. Ils donnent de l'information. OK? Alors, il a aujourd'hui, le Premier ministre, il fait aussi, aujourd'hui, Conseil des ministres, ça, c'est de l'information. La communication implique l'émission et la réception. Comment cette information-là est en train d'être reçue, et à partir de là, quelle est la synthèse qu'on peut en faire et dans quel but. Donc, je contente de communiquer, faire conférence de presse, et même parfois sur conférence sans journaliste, et je t'appelle ça de la communication. Mais c'est le contraire de la communication. Mais pourtant, un gouvernement n'a jamais fini autant de conseillers en communication. Non, jamais il n'y a autant de journalistes autour de lui. Un journaliste n'est pas nécessairement un conseiller en communication, n'est pas un communicant, c'est un autre métier. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un journaliste qui est là autour de lui, fait du journalisme, je te fais de l'information, je te communique l'information, je te fais communiquer, je te réponds, je te fais même une fausse post sur Facebook. OK? Ça, c'est ce qu'on fait. Mais la communication est une science. Et nous peinons, malheureusement, à Maurice, suffisamment de gens formés
à la communication et moins encore à la communication institutionnelle. Est-ce que le point, c'est qu'on n'a pas suffisamment de gens formés ou est-ce que on ne fait pas appel à eux? Non, on n'est pas conscient de... Les deux, c'est vrai. Bon, d'abord, PENA, ça ne court pas les rues, hein, parce qu'au fait, on a le prise dans le vivier des médias. Mais les médias, c'est des journalistes, c'est pas des communicants. Dans les grandes écoles de journalistes, il y en a deux filières. Arrive à un moment donné, choisir ou les communicants, responsable de relations publiques ou journaliste. C'est pas les mêmes métiers, c'est pas la même approche, c'est pas la même technique. Ce qu'ils nous appellent communicants, c'est des journalistes recyclés en communicants. Et qui prennent perdu ce réflexe de journaliste. Ouais. Je te fais journaliste, je te fais communiquer, je te rédige bonne réponse, bonne mise au point. Ouais. Mais ça, c'est pas de la communication. Donc Thierry Mallier nous fait qu'écoute lui, donc il peut dire qu'il y a un mouvement de rébellion au niveau de la population. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, si on se fie aux réseaux sociaux, oui, effectivement, les colères qui en toutes circonstances, dans toute période, est né à l'égard d'un gouvernement, et évidemment plus encore d'un gouvernement fragile, compte tenu des suffrages qu'il a gagnés aux dernières élections. Dès le lendemain des élections, il y a une majorité de la population dans le camp de l'opposition. Dès le lendemain. Et puis là, non rien de ce qu'il vient de faire ces derniers mois qui permettent de nous dire qu'il progresser dans l'acceptation de la population. Il y a toutes sortes d'éléments qui pointent plutôt dans l'autre direction. Donc, il y a une situation objective qui est défavorable au gouvernement. Maintenant, les réseaux sociaux permettent l'expression plus que jamais, avec la communication digitale cette fois-ci, et atteindre le plus grand nombre de personnes, protégées aussi par l'anonymat. Parce que, bon, il y a sa crainte. Dans une situation normale, du bon père pour écrire de la gazette, il y a du bon père pour cause de la radio, etc., parce que l'anonymat n'est pas garanti. Et combien aujourd'hui même la Molière dans la presse, des déclarations sur l'affaire Wakashio, d'un officier qui parle sous le couvert de l'anonymat. Dans votre métier de journaliste, on a ça souvent qui fait peur de représailles. Mais avec les réseaux sociaux, il y en a moins ça peur là, même si notre PC terrorise de plus en plus. Il y en a pas mal d'arrestations. Il y en a quelques arrestations. L'objectif est d'essayer d'arrêter ça. Mais il est impossible. C'est pourquoi faire un des coups d'éclat comme ça, mais pour un grand nombre du monde qui peut exprimer de plus en plus sous le couvert de l'anonymat. Et ça, il peut continuer. Parce qu'il ne pas trouver rien de la stratégie gouvernementale qui est démontrée et qui est prêt à se remettre en question. Parce que ça veut dire, il peut faire face à une série de problèmes. Et selon moi, littéralement, l'affaire Wakashio, il vient un peu la goutte d'eau. Si vous demandez-moi, dans tous les différents problèmes que le gouvernement en a pour faire face depuis son installation, lequel il ne fait plus de tort au Premier ministre personnellement? Est-ce que c'est l'affaire CEB? Est-ce que c'est l'affaire pharmacie, quincaillerie? Est-ce que c'est Wakashio? Pour vous dire où Wakashio? Une ville, comment dire, la goutte d'eau. Et parce que il vise cette fois-ci le Premier ministre personnellement. Lequel Premier ministre qui ne sortit bien dans l'affaire du Covid, qui n'apparaît en maîtrise de la situation. Là, il paraît totalement fragilisé. Encore une fois, il est probable qu'il n'est pas inerte comme l'impression du public était. Il est difficile d'imaginer qu'il est totalement inerte pendant autant de jours avant une rédaction. Il est probablement fait un certain nombre de choses. Mais il peut communiquer. Il peut communiquer. Et aussi, il communique tard. Et à un moment, quand il a une défiance à l'égard de la parole officielle. Donc, ce vide qu'il existait
et qui, dans l'esprit du public, équivaut à un manque d'attention, un manque de compréhension, un manque de réactivité du gouvernement, le Premier ministre peut payer très cher maintenant. Et l'affaire n'est pas terminée. Mais alors que dans le passé, l'opposition est souvent gagnante dans ce genre de situation. Mais là, nous on a l'impression, il faut bien dire l'impression, que la population un petit peu prend les choses en main lui-même. Donc, les papes suivent X, Y, Z. Lui-même, comme un bloc, il parle dans Oui, parce que PENA, aux yeux de la population, PENA a une alternative claire, souhaitable, souhaitée aujourd'hui dans la configuration. Mais il trouve les trois partis qui vivent ensemble. Ils vivent ensemble, ouais. Et la population n'est pas dupe. Ouais. La population connaît que c'est une alliance un petit peu de conjoncture qui prend beaucoup d'eau coulée avant qu'il y débouche une véritable alliance qui représente une alternative au gouvernement actuel. Qui, pour le chef, avec qui programme, dans quelle configuration. Mais tout cela, c'est un point d'interrogation. Ce qui fait que la population peut sortir d'un camp et puis s'être automatiquement dans l'autre camp parce qu'il y a un certain sentiment d'insatisfaction, de colère, de rejet même à l'égard de l'actuel gouvernement. Mais ça ne fait pas encore l'affaire de l'opposition. Mais tôt ou tard, il peut bien émerger. Mais est-ce que vous pensez que la classe politique manque un petit peu de crédibilité en ce moment ? Que ce soit gouvernement, que ce soit opposition. Ouais, c'est un phénomène un peu mondial. Les populations, des électorats, il y a une défiance de plus en plus grande à l'égard des politiques, mais peut-être pas juste des politiques, à l'égard des institutions généralement. Dans certains pays, il y a à l'égard de la presse. Et même chez nous, il y a certains commentaires justement à l'égard des journalistes. C'est à peine meilleur que l'opinion qui se tenait des politiciens. Et généralement faux. Parce que, en fait, l'autre problème des réseaux sociaux, c'est la possibilité de dire n'importe quoi, de diffamer. On profite de l'occasion pour dire une affaire qui amuse-moi plutôt. Mais en même temps, il montrer jusqu'où du cavalier. Chaque fois qu'il faut, après un commentaire, d'ailleurs, c'est l'autre problème, c'est moi qui viens au plateau, invite-moi, après, on laisse tout ce qui est du monde, moi, pendant des jours, 3 jours. Ça aussi, c'est un autre problème, ça. Bon, mais c'est la règle du jeu, qu'on va faire. Mais là, vous trouvez, là, il y a quelqu'un qui peut dire, hey, encore sa formation-là, je suis besoin de formation. Que ça sorti, quoi? Je suis capable, mais ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais été en formation, mais chaque fois qu'il y a un débat, et pour trouver ça, de l'estac formation. Et en quoi c'est une insulte suprême, ça aussi, il ne faut pas connaître. Ce qui me concerne, la franc-maçonnerie n'est pas une institution terroriste, mais du monde croit insulter en disant ça, mais c'est totalement faux. Je te répète ça à longueur de posts sur les réseaux sociaux. Mais c'est totalement faux. Ou à beau dire qu'il faut, vous trouvez, je peux continuer à dire qu'il est vrai. Nous pouvons marquer une pause pub rapidement. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer.
politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, hein. Toute la famille, mon feeling, c'est tout acheté parce que ça dimanche, hein, mon bout dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, un affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous cause de la liberté d'expression, le dossier Wakasio, la communication gouvernementale. Nous avons avec nous Jean-Claude Lestrac en tant qu'invité. Donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le citoyen justement a pris les choses en main? Est-ce qu'il a pris les choses en main plus que d'habitude? À la faveur des événements, oui. Et est-ce que vous pensez que c'est une situation qui est là pour durer, que ça va se cristalliser en un mouvement plus structuré peut-être? Je ne suis pas sûr, parce que pour ça, il faut un leader, il faut un encadrement. Et il faut un leader qui en impose. Charismatique. Et pas un homme providentiel, pas forcément un homme providentiel, mais il faut qu'un leader émerge. Pour l'instant, on n'a pas tout ça. Hein. Il faut donner du temps au temps. Hein. Peut-être que ça finira par arriver parce qu'elle a aussi une attente d'un renouvellement de la classe politique, elle a aussi une attente de voir l'émergence du renouveau au niveau des idées aussi. Et là, encore une fois, c'est un peu une occasion ratée parce que nous avons pensé qu'à la faveur du drame que Covid-19 a représenté et continue à représenter, étant donné ses séquelles économiques et sociales, à la faveur de la crise environnementale, qui débouche sur une réflexion nouvelle, à travers une large consultation de la population, avec, par exemple, la création d'une commission indépendante de type économique et social qu'on ajoute environnement, avec des représentants qui ont de l'expertise, avec des représentants, avec des ONG, la société civile, les ONG, encore heureux qu'ils aient réussi débattre parce que ça aussi, il y a des tentatives presque de noyauté et en tout cas de prise des moyens d'existence en estorquant de l'argent des entreprises privées qui utilisent la ONG pour faire des projets. Que le gouvernement a décidé, encore une fois, cette volonté toujours de tout accaparer, de tout centraliser, de tout contrôler, alors que la demande de la société civile, c'est de participer, c'est d'être consulté, c'est d'être entendu. Et là, l'occasion de discuter comment nous revitalise le tourisme, sous quelle forme, comment nous repositionne le tourisme, comment nous émerge de cette crise, parce qu'il nous capable d'émerger. Ce pays-là, souvent dans son histoire, il fait preuve de sursaut et qu'il permet d'avancer. Nous pas plomber à jamais. Nous passons par une période difficile qui peut plus ou moins longue et le pire n'est pas encore arrivé. Et là aussi, moi pas comprendre la difficulté, la paralysie du gouvernement d'indiquer un cap. C'est pas facile, c'est vrai. Mais il est clair qu'il nous besoin d'arriver à la limite et qu'il nous besoin d'ouvrir nos frontières.
Il est clair qu'il nous besoin entre nous d'une foule de protection pour nous capables de faire de précaution. Et pour moi, il pourrait être logique que le Premier ministre ou le ministre du Tourisme dise, voilà, nous envisage ouvrir les frontières, allons dire 1er août ou 1er novembre, si toutes les conditions sont réunies. Nous indique un cap, nous indique une volonté, nous indique une prise de décision, mais nous prenons les précautions nécessaires. De cette façon-là, les hôteliers, par exemple, ont un calendrier, et ce cas, comment on se prépare. Nous ne pouvons pas faire ça alors qu'ils nous mandent concurrents dans la région, peut faire moi, j'ai une explication à ça. Vous pensez qu'il a la situation personnelle du Premier ministre est tellement délicate qu'il risquait hésiter pour prendre sa décision-là, repousse sa décision le plus longtemps possible, parce que l'IPR qui s'y ouvrir, nous gagnons un cas, et de pour gagner, c'est clair, et qui s'arrête en l'eau. Et donc, en fait, ce qu'il peut protéger là, c'est pas tant l'économie du pays, c'est lui-même. C'est lui-même. Et ça, il une principale priorité de mon point de vue. Et c'est pas dangereux même. Mais c'est extrêmement dangereux. Ça veut dire que c'est un pays, et c'est 100 000 du monde qui dépendent de l'hôtellerie, qui pris en otage par un homme. Pourtant, nous trouvons le capitaine de l'industrie, d'ailleurs, Gilbert Spitaluel, durant le week-end, CEO de New Mauritius Hotels, fin demander qui donne, s'il vous plaît, une date ou une indication quant à l'ouverture des frontières. Ça m'a regardé sa vidéo de Gilbert Spitaluel, c'est un SOS. Il peut dire au gouvernement, l'industrie hôtelière peut mort. Ce groupe à genoux. Il n'est pas le seul. On guette les actions de luxe qui vont tomber, les actions de Southern Sun. C'est dramatique pour les groupes hôteliers, pour tous ceux qui dépendent de l'industrie, et un homme fixe. Mais là encore, c'est un problème de communication, parce qu'il n'est pas aussi difficile que ça de donner une indication. Mais c'est exactement. Donne une indication avec précaution. Nous comprenons ça. Et maintenant, prépare les Mauriciens aussi, parce que nous parler. Quand nous ouverts, prenez des risques. Il faudrait simplement qu'ils nous disent qu'il était. Il y a quelques risques, nous pouvons besoin plus disciplinés encore sur le port des masques, sur le respect de la distance physique. Nous l'hôpital suffisamment équipé, nous avons les médicaments qu'il faut, etc. Nous pouvons extrêmement rigides, sévères, le respect de ces normes-là. Malgré tout ça, nous conscients qu'il est capable, et dans certains risques, nous pouvons gérer risque-là au mieux qu'il nous est capable, mais nous ne pouvons pas laisser nous l'économie, sinon ça coule nous pouvons en bonne santé. Jean-Claude de l'Estrac, donc, nous peux dire qu'il y a un citoyen PCAV, Facebook, réseaux sociaux, pour exprimer de colère et indignation. Donc, est-ce qu'il s'accave sorti des pilotes Facebook et vient sur le chemin, comme nous finissons trouver dans les autres pays? Pas de souci. Encore, il y a des catégories. Il y a des militants Facebook et il y a des militants Coltard. C'est pas même race. Hein. Alors, tu es content que ce soit un militant Facebook là, muet en militant Coltard, mais depuis les années 80, sa deuxième catégorie là est de plus en plus rare. Hein. Qui fait, selon vous, n'est plus intéressé? C'est pas que tu n'es plus intéressé aux autres pays, nous trouvons que je t'éloigne de la politique. Donc, je développe un certain rejet, un certain dégoût, et c'est dangereux dans une démocratie vis-à-vis de la politique. Cela dit, c'est pas un phénomène national. Hein. Nous trouvons ça un peu, hélas, un peu partout dans le monde, jusqu'au moment où émerge un leader capable de recréer la communion avec la population, et a une crédibilité, et a une parole qui est portée. Eh bien, nous trouvons ça. Hein, surtout quelques femmes en Nouvelle-Zélande, ailleurs, etc. Mais ils lèvent la tête et réussit, mobilise
autres populations et redonne, en quelque sorte, ces lettres de noblesse à la population. Mais ça passe pas un renouveau. Si nous pensons pour prendre les mêmes et recommencer, nous pas pouvoir avancer. Est-ce que c'est justement pas ça le paradoxe? Donc, quand depuis au fil des ans, nous trouvons Dimoun un petit peu découragé, un petit peu fait de moins en moins confiance à la classe politique existante, mais nous pas trouve personne émerger, nous pas trouve de jeunes. Pourtant, il y a beaucoup de tentatives, beaucoup de nouveaux partis. Il y a a beaucoup de... à l'intérieur des partis. On trouve plusieurs qui semblaient dans le potentiel, chez les travaillistes, chez le MMM, chez le PMSD. Alors, ce qui manque à ces jeunes, c'est la volonté de s'imposer. Si je peux attendre qui je peux introniser par un vieux leader, je vais faire un gros erreur. Et c'est pas non plus le système du parti qui veut ça? C'est le système protège les leaders. Les leaders. Ouais. Hein? Le leader est le propriétaire du parti. Le propriétaire parti, même propriétaire symbole du parti, propriétaire comité central, le propriétaire bureau politique, etc. Sauf qu'il n'est pas propriétaire électoral. Bon, maintenant, certains jeunes qui peuvent vivre à l'ombre des leaders, ont besoin de décider, avec les risques que cela comporte, qui je peux venir de l'avant, pas eux-mêmes, avec une stratégie de prise de pouvoir. Le pouvoir, il va gagner ça. Ou pas. Mais est-ce qu'il est capable de faire au sein de mon parti existant? Oui, capable de faire. Bon, capable de faire aussi. Au cas il y a politique qui n'arrête bien vite, moi. Il y a des risques, bien entendu, quand vous contestez le leadership. OK. Mot bien placé pour en parler. Mais bon, ainsi va la vie politique. Hein. Si je ne suis pas d'accord, vous avez qu'à exprimer. Si arrive un moment où c'est plus possible, vous tirez la révérence. Mais rester, essayer de grandir à l'ombre d'un grand chêne, vous flûter. 17h50, le Radio Plus, nous manquons une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. On prend rapidement quelques appels. Nous parlons en direction de Cuapip. Nous avons Golam avec nous. Golam, bonsoir. Alors oui, c'est Golam de Cuapip. Oui, Golam, l'écoutez. Bonjour les deux journalistes et camarades de SAC. Qui ne pas oublier jamais, parce que je me rappelle en 1975, après les SAC qui fait une petite causerie, là, on a fait 10 pains à la mairie de Quatre-Bonnes. Ça date depuis longtemps. Moi, ce qui m'a dit, moi, dans les SAC, il me fait une diète tout là. Hein? Mon question est venue parce qu'ils ont dit, quand nous get Times Now, nous get C8, nous prenons un journal satirique, etc. Mais est-ce qu'il vraiment, nous, ban journalistes, bien sûr, je suis bien qualifié, hein? Mais est-ce qu'il vraiment, ban journalistes de Maurice, nous, ban jeunes journalistes, nous, ban jeunes Maurice, comment le dire, est-ce qu'ils prennent la paix dans eux, de terroriser? Et nous, avons encore dire ça, est-ce qu'il nous a une école de journalistes à l'île Maurice? Parce que c'est triste quand nous guettons ça, jeune Mauricien, qui nous pose la question la fois dernière au Premier ministre, concernant, c'est pas pour excuser, etc. Mais étant que ça garçon-là, il y a un jeune Mauricien, hein, l'IPR, il n'est pas capable de terroriser, il a accusé, vous n'êtes pas capable de causer. Mais il ne faut pas arriver comme ça. Est-ce que vous croyez que nous avons pas envie de faire le journaliste? Nous avons des sacs bien placés pour cause là. Maintenant, les journalistes qui sont entourés avec le Premier ministre, est-ce qu'ils sont populistes? Moi, pas connais moi. Est-ce qu'il y a un journaliste vraiment
Où sont les reporters? Ok, on termine là parce que maintenant les autres camarades qui me croient qu'à poser question là. Ouais. Merci beaucoup, Goulam. Donc, Jean-Claude Delestrac, si la classe journalistique... Quelle question là? Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a la peur, selon vous, qui est installée parmi les journalistes? Non, moi pas croire, en tout cas, faire l'amalgame et mettre tous les journalistes dans le même panier. Et un journaliste, manifestement, qui peut prendre des risques, qui n'a pas peur. Et d'ailleurs, si nous les connaissons qui sont dans autres, nous qui c'est un gouvernement peut viser, c'est un gouvernement ciblé, qui c'est un gouvernement où l'empêche une conférence. Donc, il faudrait croire qu'il y a un gouvernement qui perd plutôt. C'est un journaliste là, qui journaliste pas perd gouvernement. Faites attention. Maintenant, dans toute démocratie, nous besoin une presse pluraliste. Donc, qui est une presse pro-gouvernementale. Et a même du monde considéré que le défi est un journal pro-gouvernemental aujourd'hui. Mais so what? Si il y en a qui déclare lui, why not? C'est une presse pro-gouvernementale, une presse d'opposition, une presse indépendante. Quand nous disons indépendante, c'est surtout indépendante des partis politiques et indépendante des pouvoirs de l'argent, et avec un journaliste qui formé. Alors là, il touche un point extrêmement important. Une des grosses lacunes de notre système, c'est qu'il PNA, véritablement, une école de journalisme. Et pendant des années, moi, j'ai comblé ça quand je suis président de l'association des journalistes, en organisant des cours de formation de longue durée. Nous organisons un cours de 9 mois avec un conférencier qui vient de l'étranger, de la meilleure école de journalisme, école supérieure de journalisme, et qui tu fais des cours. On ne connaissait pas Patrick qui rappelle ça à l'époque-là. Oui, tout à fait. Ouais. Et en fait, petite parenthèse, comme tu l'association des journalistes, Moti aide aussi créer l'association des consommateurs. Ça dit monde qui tu peux cause l'autre dit pas là là c'était avec mon chapeau de président de l'association des consommateurs. Moti est aussi président de l'association créateur et de l'association des consommateurs avec Jacques Bizal, notamment avec qui nous cause ça récemment. Et ça c'est une lacune et aussi le niveau de recrutement des patrons de presse depuis quelques années fait qu'ils recrutent des petits jeunes qui prennent une grande formation et qui pas entourés non plus de journalistes plus seniors, de plus d'expérience, qui sont capables de former sur le tas. On se forme sur l'État. Moi, un journaliste qui me formait sur l'État. Mais je rentre dans l'Express en 1968, mais le senior qui me forme, il s'appelle le docteur Forgette. Et pas seulement d'ailleurs, même, docteur Forgette, Percy McGraw, etc. Nous, jeunes, on rentre à 20 ans. OK? Mais autour de moi, tu es un journaliste senior, chevronné, avec une vraie expertise, et puis des valeurs, ce qu'il a inculqué nous, craignent qui nous pas exactement dans la même situation aujourd'hui dans tous les groupes de presse. Et me craignent que la situation peut empirer, parce que la presse écrite est en crise, plusieurs crises, et notamment crise financière. Donc le lectorat baisse, donc les moyens financiers baissent. Plus de moyens financiers baissent, moins les moyens recrutent des jeunes de haut niveau. OK. C'est un phénomène un peu mondial. Hein. Oui, et c'est un phénomène mondial. Mais pendant longtemps, nous n'épargnions, nous. Ouais. Mais maintenant, c'est arrivé. Hein. Le niveau de lectorat des tous journaux a baissé de 50% ces dernières années. Et la presse, donc toute la presse, tous les groupes confondus peuvent faire face à une grave crise financière. Plus, c'est une crise existentielle. La presse écrite continue de faire du journalisme pareil comme les radios, donne de l'information, etc. Ils ont battu 10 fois par jour, et ils ont sorti avec même nouvelle le lendemain. Ouais. Alors, c'était un gros problème devant eux, parce que je besoin revisite ce rôle. Ce rôle, ce n'est plus de produire de l'information,
Ce rôle, c'est la mise en perspective de l'information. C'est l'analyse de l'information. C'est la hiérarchisation de l'information. Parce que je te fais l'information. Qui c'est n'importe un journal qui sortit une fois tous les 24 heures pour gagner l'information? Pratiquement. Par contre, il est intéressé avec la synthèse, il est intéressé avec l'opinion, il est intéressé avec des entretiens, des interviews, des reportages de fond. Ça, c'est l'avenir, le futur de la presse écrite. Nous allons en direction de Rivière-du-Rempart. Nous avons Dipak avec nous. Dipak, bonsoir. Ah, bonsoir, le plateau. Monsieur de l'Estrac, moi, un grand fan de vous, hein, depuis l'enfance. Merci. Mais... Péna beaucoup. Comme vous, il y a... Bon, peut-être il n'y a même pas. Bon, juste pour dire que liberté d'expression, là je peux causer, pour liberté d'expression, c'est vrai que il y a une restriction, liberté d'expression, ça veut dire que vous avez droit à cause n'importe ce qui ou envie à n'importe quel moment avec une expression, avec un thème dérogatif. Parce que nos constitutions même prévoient ça. Moi, donne-nous l'exemple, par exemple. Et c'est très dangereux, ça. C'est très dangereux quand du monde mal interprète liberté d'expression. Moi, donne-nous deux petits exemples en termes politiques. Récemment, dans le cas des BAD, CB, Saga, etc., nous tiens, nous leaders d'opposition, qui finissent dire, ben voilà, moi, les noms du personne impliquée, etc., et quand on demande lui pas donné. Ça, on connaît qui l'effet, qui l'impact tiens les réseaux sociaux, et ben, du monde qui vraiment pas trop comprend politique, liberté d'expression, etc. Je mal interprète ça, et ça, il devient dangereux. Je vais donner un autre exemple. Récemment, Honorable Shakil Mohamed s'est dit pendant le débat contre le speaker. La motion contre le speaker. Voilà. C'est un issue qui veut dire qu'il y a un manquement de... je ne sais pas trop exactement c'était quoi, mais il y a un manquement de la part de Pravin Jagnat, le Premier ministre, ou même le speaker, qui ça pas inclus dans Hansard. Et ça finit démontrer que c'était pas vrai. Et ça aussi finit faire l'effet très grave aux réseaux sociaux. C'est donc ce qui me permet de dire que quand on mal interprète liberté d'expression, et heureusement nous avons M. Jean-Claude de Restrat qui vient éclaircir les choses, hein, mais il y en a beaucoup d'entre nous, même les journalistes, etc., nous pas fait aussi fréquemment que nous bisons. L'autre issue que je envie d'adresser, c'est que très rapidement, moi, je suis pas tellement d'accord avec M. Jean-Claude de Lessac pour une fois, première fois, que nous bisons un journal secrétaire, c'est-à-dire pro-gouvernement ou pro-l'opposition, parce que ça aussi crée une information très négative au niveau, c'est comment dire moi-même, moi écoute que Top FM, ou Radio Plus, ou Waza, moi bouton que un seul côté de l'histoire. Donc, quand on fait nos décisions à, par exemple, voter ou prendre une décision quelconque, moi pour être très, très, très désavantageux pour prendre, comment nous dire, une forme de décision. Donc, moi, pas... vous connaissez, t'allais là, et mon désaccord ça, et Jean-Claude Destrat finit de dire que les journalistes et le journal sont l'œil et l'oreille, et même la bouche du peuple. Oui. Ok. D'accord, merci beaucoup Dipak, pour l'opinion. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y en a du monde qui mal interprète la liberté d'expression? La liberté d'expression impliquée, qui se du monde là aussi, là, il y a la liberté d'exprimer. Est-ce qu'il est capable de mal interpréter la liberté d'expression? Non, vous pensez ce qu'il peut dire, si on comprend bien,
Et là-dessus, il y en a raison, il y en a des limites à la liberté d'expression, pas qu'un droit diffamé, et ça, il y en a de règles, et qu'il y en a certaines qui ne vont pas respecter ces bonnes règles-là, ça, c'est certain. C'est vrai, c'est certain qu'il y en a qui vont prendre précaution, il y en a de la diffamation, il y a des faussetés, je ne pas contre l'information. C'est pour ça qu'il y a une expression qui, tout le temps, m'a réfuté, c'est, nous parle de certaines gens qui très présents sur les réseaux sociaux, qui commentent tout à longueur de journée, poussent certains à parler de journalisme citoyen. Pour moi, il y a une contradiction dans les termes. Citoyen peut-être, mais pas journaliste. Journaliste, c'est un métier. Et de l'information, c'est ce qui est contrôlé, vérifié, contre-vérifié. Ouais. Tant qu'il ne passe pas sa bonne étape-là, il n'est pas encore une information. Et c'est pas parce qu'il y a une balance d'affaires, les réseaux sociaux, il y a un journaliste. Ouais. Et s'il prend une cause un petit peu publique, il devient un journaliste citoyen. Pas du tout. Ne pas faire l'amalgame. Le métier de journaliste, nous discuter à quel point il est difficile. Okay? Donc, ce n'est pas n'importe qui s'en a, parce qu'il a posté l'opinion, une talent d'affaires dans quoi la rue. Il met ça là, les réseaux sociaux, il devient un journaliste citoyen. C'est pas du journaliste, ça. Même si, par un moment, le citoyen peut venir à la rescousse du journaliste, qui va apporter un complément d'information, un témoignage, etc. Ça, c'est entendu. Mais nous pas appeler ça du journalisme. Donc, il y en a raison pour dire qu'il y en a des limites à tout ça. Et nous liberté d'expression arrête là où commence la liberté de nos voisins. Nous sommes bien d'accord avec ça. C'est pas une démarcation claire, hein. Ça dépend des gens. Oui. Non, mais c'est le marché des idées, comme disent les Américains. Laisse les idées circuler. Et dis pas qu'à faire du tort à la langue. Moi, pas trop qu'on pense au point la pluralité des titres de presse, mais ça aussi, ça fait partie de la liberté d'expression. C'est pas une vraie démocratie si nous prenons un large éventail de titres avec différents courants d'opinion, y compris les plus marginaux. Mais à ce niveau-là, nous pouvons dire qu'à Maurice, la presse est très vivante. Oui, quantité différente. Oui, il y a une presse vivante, différentes opinions exprimées. Pour un petit pays, quand même. Oui, non. Et qui nous besoin, c'est préserver. Mais la situation économique menace, y compris ces petits journaux qui vivent difficilement, mais qui chacun joue un rôle dans la formation et dans la cohésion sociale. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci beaucoup Jean-Claude Destrak pour présence sur le plateau. À la semaine prochaine, Patrick, pour une nouvelle émission. À venir, la synthèse de l'information avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info.